Oui. J'espère que d'autres personnes viendront. Il n'y en a que dehors. Voilà, pour l'instant, on filtre un peu les entrées. Donc moi, je suis Nathalie Laville, je suis adjointe au maire dans le 13e arrondissement et je fais partie d'un mouvement qui s'appelle Citoyens. Et on avait envie de participer à ce grand débat national et en particulier d'essayer de pouvoir discuter et débattre sur la fiscalité après que nous ayons lu un débat, en tout cas un article qui vous était consacré. On trouvait intéressant ce que vous proposiez. Alors c'est vrai que nous, ce qu'on avait lu, c'est que ça portait plus particulièrement sur la Suisse. C'était un article qui parlait de la microtaxe, d'une microtaxe possible qui porterait sur, enfin, de toute façon vous allez expliquer tout ça bien mieux que moi, mais en tout cas sur les transactions financières, en lieu et place possiblement d'impôts, de TVA, etc. Donc ça nous semblait intéressant parce que ça permettait d'avoir une vision différente. Aujourd'hui, quand on débat de la fiscalité, on est toujours sur oui, mais alors il faudrait plus augmenter ça, baisser ça. Et là, c'était quelque chose de vraiment différent, même si la taxe Tobin a beaucoup été en débat, même si on a beaucoup parlé aussi de la taxation des transactions financières. Ça nous semblait en tout cas un regard vraiment intéressant et il fallait porter cette question-là dans le grand débat. Donc, à notre niveau, on le portera puisqu'on a la chance d'avoir quelqu'un qui retranscrit nos discussions et qui portera donc le contenu de cette rencontre sur la plateforme du grand débat. Donc, ça fera partie des contributions de l'ensemble des 700 000 contributions qui, à ce jour, ont été déposées sur cette plateforme. Voilà, donc je vous laisse la parole puisque c'est vous qui allez nous expliquer. Donc l'idée c'est que Monsieur Marc Chenet, qui a d'ailleurs reçu un livre qui est ici, si vous avez envie d'en savoir plus à l'issue de ce débat, qui va nous présenter très rapidement son point de vue sur ce qu'est la microtaxe, etc. Et ensuite, l'idée quand même du grand débat, c'est que tout le monde débatte et que la parole soit vraiment distribuée et que chacun puisse s'exprimer, poser ses questions. Voilà. Merci pour votre accueil. Un retour aux sources. Ma sœur et moi-même avons grandi dans ce quartier. On le connaît bien. Donc, je suis content que ce débat puisse être filmé. Nous ne sommes pas très nombreux ce soir, c'est un euphémisme, mais comme ça pourra circuler. Merci à vous. Alors, je crois que notre société est confrontée à des défis majeurs, et je vais les énumérer brièvement. Donc, tout d'abord, le développement de la finance casino. On peut voter à gauche ou à droite. En dernière instance, les intérêts des grandes banques et d'un certain nombre d'acteurs financiers s'imposent, les intérêts des marchés financiers. Donc la démocratie et la belle déclaration des droits de l'homme s'estompent face à la dictature, puisqu'il s'agit de cela, des marchés financiers et d'un certain nombre d'institutions financières qui se drapent dans les habits du libéralisme et qui en contredisent chaque jour les principes de base. Le principe de base du libéralisme est très simple. Lorsqu'on prend des risques, on les assume. Ils prennent des risques et nous les assumons, nous, en tant que contribuables, puisque nous payons la facture chaque fois que le système dérape. Donc, premier défi, effectivement, cette finance casino. Second défi, le système fiscal, dont nous avons parlé ce soir. Il est archaïque, il est complexe, il est bureaucratique. La société étouffe. La société, les petites et moyennes entreprises étouffent sur un nombre très grand. Vous m'avez envoyé un intéressant article. Personne ne sait exactement combien il y a d'impôts en France. Je parle avec des spécialistes des impôts, ils me disent 214. Ah oui, mais si on tient compte des contributions, etc., on arrive, et des cotisations, on va arriver à 300. Et puis si on tient compte de ceci ou de cela, on est déjà à 500. Donc personne ne sait exactement où on en est. C'est un maquis. Simplifions le système le plus possible. Pour essayer de respirer tout simplement. Troisième problème, troisième défi majeur, la digitalisation. On en parle beaucoup dans les médias. Bientôt, on va voir circuler dans nos villes des taxis sans chauffeur. On va faire des courses, les caissières auront tendance à disparaître. Malheureusement, ils seront remplacés par des machines. Donc, il va falloir trouver une solution. Nous ne sommes pas tous faits pour devenir informaticiens, et je parle en connaissance de cause.
Donc une société démocratique qui veut respecter la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne peut pas fonctionner avec 30, 40, 50% de personnes qui seront soit chômeurs, soit en sous-emploi. Il va falloir trouver des solutions, et vite. Et quatrième défi majeur, le réchauffement climatique. C'est un fait, il est là. Alors, c'est très bien de signer des accords. Il y a un accord qui a été signé à Paris en 2015, en décembre 2015. C'est encore mieux d'appliquer ces accords. Alors, ils sont signés, mais ils ne sont pas appliqués. Les émissions de CO2 continuent à augmenter en France, comme dans d'autres pays, comme dans la plupart des pays. Donc, 4 enjeux majeurs. Il n'y a pas de solution magique, mais la microtaxe répond tout de même à ces 4 enjeux majeurs. Pourquoi? Alors d'abord, j'explique ce dont il est question, puis j'expliquerai après ce en quoi elle répond à ces enjeux. Donc, les transactions électroniques ont explosé depuis 20-30 ans. C'est vrai en France, c'est vrai à l'étranger. Exploser, ça veut dire qu'elles correspondent à au moins 100 fois le PIB. Je dis au moins parce qu'on n'a pas accès à toutes les statistiques. Si vous et moi, nous sommes dans la même banque, BNP Paribas, par exemple, et si nous effectuons un transfert d'un compte à l'autre, ce n'est pas dans les statistiques. Vous avez aussi ce qu'on appelle les transactions haute fréquence, les achats et des ventes d'actions à la milli ou à la microseconde. Ce n'est pas dans les statistiques, etc., etc. Mais bon, soyons prudents, tablons sur 100 fois le PIB de transactions électroniques. Donc tout ce que vous faites avec votre carte de crédit, pour être clair, vous allez chez le coiffeur, au restaurant, vous payez une facture avec votre ordinateur, vous retirez de l'argent au distributeur automatique. Tout cela correspond au moins à 100 fois le PIB français. Donc si on instaurait une taxe de 0,1% sur toutes les transactions électroniques, ça générerait environ 200 milliards d'euros, c'est un ordre de grandeur dans l'état actuel des choses. Ça permettrait de faire disparaître la TVA d'emblée. Après ça, vous rajoutez 0,1% de plus, ça fait disparaître la CSG, l'impôt sur le revenu. Vous rajoutez 0,1%, on traite des problèmes énergétiques, justement. On investit dans les énergies propres. Voilà, donc, par rapport à ces 4 défis, ça introduit, par rapport au premier défi, la finance casino, ça introduit des grains de sable dans les rouages de la finance casino. Si l'État prend 0,1% sur chacune des transactions électroniques, toute cette finance casino va chanceler sur elle-même. Elle risque de disparaître, tant mieux pour nous. Parce qu'elle vit de ces transactions, de ce poison continuel qui est démesuré. On a besoin de transactions, bien sûr, mais pas 100, 200 fois, 300 fois le PIB, c'est un non-sens. Deuxième point, deuxième défi, la complexité du système fiscal. Là, on simplifie d'emblée. Non seulement, contrairement à la taxe Tobin, dont vous avez parlé, madame, il ne s'agit pas, dans ce cas de figure, de rajouter un nouvel impôt. Il s'agit de réduire et de faire disparaître le nombre d'impôts. J'en ai cité 3. Donc la TVA, la CSG, l'impôt sur le revenu. Donc simplifier le système, ce n'est pas seulement l'argent, c'est toute la bureaucratie qui va avec le système. Si la TVA disparaît, la bureaucratie liée à cet impôt disparaît en même temps. Et ça va me mettre d'accord 99% des Français et des entreprises. Le système sera plus simple, moins cher, plus équitable, bouffée d'oxygène. Ce grand débat, soi-disant, qui se conclut ce soir à minuit, si je ne m'abuse, une de ces dimensions de ce débat était justement la question fiscale. C'est la première fois qu'on parle de la microtaxe aujourd'hui, minuit moins 5, quasiment. Comment se fait-il qu'on personne n'en parle? Solution simple qui dérangerait un certain nombre de grandes banques et leur lobby, bien sûr. Troisième point, défi majeur, la digitalisation. C'est absurde aujourd'hui, à l'heure des machines, des robots, des ordinateurs, de taxer le travail. Cessons de taxer le travail, ça génère justement du sous-emploi et du chômage. Taxons les transactions, justement. Cessons de taxer le travail, parce que si on continue de taxer le travail, ça va générer encore plus de sous-emploi et de chômage. Et finalement, dernier défi, encore une fois, le changement climatique, le réchauffement climatique, eh bien, on peut ajuster la taxe pour qu'elle reste une micro-taxe. Alors, il faut décider si c'est 0,1, 0,2, 0,3, 0,4%, mais on peut traiter ce problème, on peut financer de nouvelles énergies. Voilà. Donc en résumé. Alors comment ça fonctionnerait? Très simplement, encore une fois, vous allez au restaurant, vous payez avec votre carte de crédit, vous retirez 100 € au distributeur automatique, tout de suite, automatiquement, 10 centimes sont perçus, 0,1%. Pas besoin de remplir des papiers, c'est perçu. Ça va à l'État, et la TVA disparaît.
Donc, chaque fois que vous opérez une transaction électronique, vous payez des factures sur votre ordinateur le soir, l'impôt est perçu, etc., etc. Et les organismes financiers qui récolteront cet argent, les banques pour la plupart, percepteurs, en tant que percepteurs, ces instituts seront financés pour cela. Donc, les banques plus petites, qui ne jouent pas à la finance casino, auraient des incitations à participer. Les grandes banques vont être très dubitatives et vont s'attaquer d'emblée à ce projet s'il est mis en avant. Mais les plus petites, pourquoi pas, puisqu'elles percevraient des fonds pour un travail, après tout, assez simple en dernière instance. Donc, une idée qui n'est pas la mienne, pour être clair. J'ai été contacté par quelqu'un qui travaille dans le domaine de la finance, d'ailleurs à Zurich, Félix Bolliger, qui a eu cette idée, qui m'en a parlé il y a environ 5 ans, que j'ai trouvé très bonne. Donc en Suisse, on a un système je suis binational, un système de démocratie directe. Et c'est important, parce qu'il faut l'utiliser, on l'utilise. Donc on devrait lancer cette idée officiellement cet été, je pense. Donc c'est en 2 étapes. Première étape, on va avoir 18 mois pour récolter 100 000 signatures. Si on y arrive, l'État doit organiser ce qui s'appelle une votation à l'échelle du pays, 1 an ou 2 après. Et si on obtient une majorité, eh bien, ça sera mis en place. Donc là, il y aura un combat vraiment intéressant. Donc ce n'est ni une idée de gauche, ni une idée de droite. C'est une idée, je pense, intelligente. Et on la défend. Alors, vous aviez raison, madame, de dire, oui, en fait, à gauche comme à droite, c'est toujours les mêmes recettes qu'on entend. Et ça devient lassant au bout du compte. Alors, il faut augmenter le nombre de tranches. On va rajouter d'un impôt, on en a 300, 400, 500, on doit en rajouter 2, 3, 4. C'est un non-sens. Essayons de comprendre qu'on est en 2019, qu'on n'est plus en 1980, qu'on n'est plus en 1950, qu'on n'est plus au début du XXe siècle. C'est une nouvelle époque. Il faut apporter des solutions, et les apporter vite, parce que ces défis ne vont pas attendre. Il ne s'agit pas seulement de nous, mais des nouvelles générations, nos enfants, petits-enfants. J'en ai terminé, et je me réjouis de discuter avec vous, de répondre à vos éventuelles questions. Je veux savoir si vous en aviez Qui gère le débat? C'est moi? D'accord. Oui, ou comme vous voulez. Allez, c'est parti, madame. Non, simplement, je veux savoir si vous en aviez parlé au gouvernement. Ah bon, moi je n'ai pas le moyen d'en parler au gouvernement. On si peut vous toujours voulez, écrire au ministre. Je peux toujours écrire, mais Il y a pas de... ça va terminer, vous savez où? Ça aurait pu les intéresser d'une façon. Moi, je sais pas, contacte des journalistes. Mais merci, vous avez raison, madame. Oui, parce que Mais ça passe par le... je connais des gens qui ont envoyé mon livre à des membres du gouvernement. Il n'y a pas Ça que de réception, c'est compliqué. Mais, pour vous donner une idée, je peux parler de système, parce que je suis national. Ensuite, j'ai été contacté par le Parlement. Je n'ai rien fait, ils m'ont contacté, Commission des finances, pour venir exposer le projet. J'ai des collègues en France qui ont des idées, ils essayent d'avoir des contacts au Parlement, lettre morte, rien. Il y a une belle déclaration, encore une fois, des droits de l'homme et des citoyens, rien. J'ai été contacté, j'y suis allé, j'ai exposé le sujet. Voilà. Donc, pour vous donner une idée. Donc, et avec les médias, c'est compliqué. J'ai essayé à Paris, je n'ai même pas le temps de terminer ma phrase, que je raccroche parce que je vois qu'ils ne sont pas intéressés. Sud-Ouest a publié ma tribune en décembre. Les journalistes étaient très sympathiques. C'est très compliqué. Il faut faire partie du sérail. Je n'en fais pas partie. Pour répondre à votre question. Voilà. Est-ce que, pour essayer de comprendre mieux, parce que c'est quand même complexe, est-ce qu'on peut dire que ce serait une taxe sur toutes les formes de consommation? Non, c'est une taxe sur les transactions. C'est pas obligatoirement une consommation. Par exemple, vous avez une transaction entre BNP Paribas et Société Générale, il n'y a pas de consommation dedans. D'accord. C'est une transaction. C'est comme à l'époque du Moyen-Âge, à la limite, il y a un péage. Maintenant, sur les autoroutes, un péage. Vous traversez un pont, vous prenez l'autoroute, transaction qui est perçue. Et voilà, c'est terminé. Et ça a l'avantage de limiter les transactions, parce qu'on en a trop. Donc, d'une part, l'idée c'est de générer un nouvel impôt qui simplifie le système, et puis de s'attaquer à la finance casino. Donc on aura moins de transactions, ce qui est bien. Et si on a moins de transactions, il faudra légèrement augmenter la taxe. Peut-être qu'on passera de 0,1, 0,2, 0,3%, donc ça restera déterminé précisément. Mais voilà, c'est pas sur la consommation, c'est sur les transactions électroniques. Alors, pardon. C'est vrai que... Enfin, bonjour. Bonjour. Et l'idée est très intéressante, en fait, et en matière de fiscalité, c'est un petit peu très complexe, parce qu'il y en a tellement, en fait, que finalement, ça finit par être confus par rapport aux citoyens, en fait. Vous avez dit tout à l'heure que l'idée s'inspire de ce qui a été fait à Zurich, en Suisse. On est en train de faire. Ce que vous êtes en train de faire. On peut, pour ma part, je pense qu'on ne peut pas tout transposer, on peut s'inspirer effectivement de ce qui se passe en Suisse.
Le transférer à l'échelle nationale en France, je ne sais pas si ça va être compliqué ou pas, mais effectivement, il faudrait voir et poursuivre. Vous savez qu'au départ, on a d'abord parlé des transactions financières, les fameuses 1% en fait. Pour les transactions financières, ça n'a pas été mis en place. Aujourd'hui, vous parlez des microtaxes. L'idée est effectivement très intéressante. Mais ce qui va à nouveau nous interroger, c'est la mise en place. Comment effectivement la mettre en place, puisque vous dites en fait que on va supprimer la TVA, c'est ce que vous avez évoqué, et que cette taxe en fait remplacera la TVA. Alors, à quel niveau? Parce que vous savez que nous, citoyens, on la paye, les entreprises la payent également. Comment va être en fait la mise en place? Parce que c'est ça en fait qui va plus intéresser plus de monde en fait, quoi. Je réponds à votre question. La mise en place est très simple techniquement. C'est le prélèvement à la source. On introduit une taxe à 0,1%, on voit ce qu'elle génère, et on réduit d'autant la TVA. Et à partir du moment où ça suffit, on la réduit complètement. Techniquement, c'est très simple. C'est politiquement que c'est délicat, parce qu'il va y avoir des lobbies qui vont être à l'œuvre. Mais techniquement, c'est difficile de faire plus simple. Vous avez une taxe, vous voyez ce qu'elle génère. Est-ce qu'elle génère 100 milliards, 150, 250? Si ça génère 100 milliards, on réduit la TVA. Si ça génère plus, on passe à un autre impôt. Donc ça, c'est très simple techniquement. C'est politiquement que c'est délicat. Juste une chose, il faut bien comprendre, ça ne concerne pas seulement les transactions financières, contrairement à la taxe Tobin. Oui. Ça ne concerne pas seulement les achats d'actions, d'obligations de devises. Tout ce qui est électronique. Et donc, l'assiette fiscale devient énorme. Juste une chose, c'est pas seulement Zurich. En fait, le premier qui a eu l'idée, c'est quelqu'un qui habitait en France, qui s'appelle Montgranier, il y a environ une quarantaine d'années, qui a écrit une lettre au président de l'époque, M. Valéry Giscard d'Estaing. Vous pouvez imaginer où a terminé cette lettre. Voilà. Donc c'est le premier qui a eu cette idée. Puis après ça, mais c'était vrai à l'époque, ça l'est a fortiori aujourd'hui. Montgranier a écrit des livres. Et puis, bon, il y a un professeur aux États-Unis qui a repris cette idée. Il y a un chercheur à Toulouse, au CNRS, qui n'est pas un économiste, un biologiste, si je ne m'abuse. Et puis nous en Suisse. Il ne s'agit pas de reprendre exactement ce qui se fait en Suisse, mais la situation est semblable dans la plupart des pays développés. Les transactions électroniques ont explosé, elles correspondent à au moins 100 fois le PIB. Ça, c'est vrai ici, c'est vrai en Allemagne, c'est vrai en Suisse, c'est vrai aux États-Unis. Voilà. Et donc il faut en tenir compte et imaginer des solutions intelligentes pour l'avenir. Donc pour répondre à votre question, techniquement c'est très simple, politiquement c'est délicat. Voilà. Mais ça suppose aussi de confier quand même un certain pouvoir aux banques. On parlait de dictature financière, mais ce serait à elles finalement de pouvoir retracer toutes ces transactions et de savoir combien. Donc l'État aujourd'hui, il a peut-être plus, enfin c'est quand même un pouvoir régalien, donc il a aussi un contrôle sur ça via les différentes entreprises qui déclarent, etc. Oui, là, ce sera vraiment, on leur confie déjà un pouvoir, alors qu'aujourd'hui, on considère qu'elles en ont déjà un gros. Et ce point est important, merci. Au jour d'aujourd'hui, déjà que vous payez votre TVA, vous ne la payez pas à l'État directement, un impôt indirect. Donc ça existe déjà au jour d'aujourd'hui. Pourquoi les transactions financières sont-elles exemptes de la TVA? On aimerait comprendre. Alors, l'État a un contrôle, mais qu'est-ce qu'il contrôle au bout du compte dans ce maquis fiscal? C'est très compliqué de tout contrôler. C'est pour ça qu'il y a autant d'évasion fiscale au bout du compte. 100 milliards de francs, 100 milliards d'euros environ, c'est énorme. Ça n'aggraverait pas, ça non, parce que, si vous voulez maintenant, ça c'est encore une autre question qui est importante aussi. Les gens qui pratiquent l'évasion fiscale en France, ils ne la pratiquent pas avec des valises, vu les montants. Donc ils ne vont pas au Luxembourg avec de grosses valises. Ils opèrent avec des transactions, vu l'énormité des montants. Ils peuvent aller au Luxembourg, ils peuvent aller à Singapour s'ils veulent. Chaque fois qu'il y aura une transaction, l'impôt sera perçu et c'est terminé. Donc une importance qu'ils aillent au Luxembourg ou à Singapour. Et ça répond au passage, je l'oublie, ça répond à la question des GAFA dont on parle souvent à la télévision et ailleurs. Entreprises, Google et autres, ah oui, ils vendent en France, ils sont au Luxembourg. Ils peuvent aller où ils veulent dans le monde. À partir du moment où Google a un client en France, il y aura une transaction qui passera par la France, l'impôt sera perçu. Et qu'ils aillent aux Seychelles s'ils veulent. Donc ça répond à beaucoup de questions techniques. Voilà. Monsieur? Oui, c'était peut-être une question, mais aussi un commentaire. Je trouve ça très intéressant, la présentation que vous avez faite, cette taxe, mais vous dites les lobbies, mais ce n'est pas que les lobbies, c'est la gouvernance en général. Et c'est institutionnaliser quelque chose au niveau européen et international qui pose problème. Et c'est la même chose pour la taxe carbone européenne qui peut être mise en place ou pour toutes les normes sociales ou environnementales qu'on veut mettre en place. Le problème, c'est toujours une question de... Ça ne peut pas être fait qu'à l'échelle d'un État.
Sinon, ce n'est pas opérationnel. C'est ça qui est faux. C'est ça qui est faux, justement. Depuis que je suis adolescent, ça fait donc longtemps, depuis que j'étais adolescent, j'entends cette question, cette remarque par rapport à la taxe Tobin. C'est une bonne idée, mais on ne peut pas le faire seul. Donc ils ne font rien. Pareil pour la taxe carbone, c'est une bonne idée, mais bon, si tel pays n'est pas d'accord, on ne fait rien. Donc non, le pays qui le fera le premier aura un avantage. Pourquoi? Parce que la finance casino partira à l'étranger, donc le pays sera plus stable. Inversement, ça va attirer les entreprises, en France par exemple, qui vont dire, en France le système est plus transparent, moins cher, plus clair, il y a moins de risques systémiques, on vient ici. Donc il ne faut pas attendre, il faut le faire. Parce que si on attend, c'est ça, qu'on soit 18, 20 ou 50 pays, on ne le fera jamais. Non, donc on va attendre que monsieur Juncker soit d'accord, mais c'est lui qui a mis en avant le système d'évasion fiscale dont le Luxembourg a profité, mais c'est une impasse. Non, il faut que des citoyens dans tel ou tel pays prennent leur avenir en main. Monsieur. Il y avait monsieur là aussi. D'accord. On est 23. On discute de quelque chose qui est très important. Et effectivement, ce système fonctionne. Ok. Le vôtre, pourquoi pas, effectivement, ça remplaçait pas mal de choses. Mais il y a des mouvements en ce moment-là qui se passent énormes, avec des centaines de milliers de personnes tous les week-ends qui essayent de pouvoir communiquer avec le gouvernement et qui ne se font pas entendre. On leur promet demain, vous verrez, demain tout ira mieux. L'idée, elle est claire et nette, c'est mathématique. Voilà. Donc, comment l'imposer au gouvernement pour qu'il puisse se faire entendre et vous également. Nous, on est simples citoyens présents là à poser des questions, c'est un débat, on en débat, mais comment imposer et enfin essayer de le proposer au gouvernement et alors qu'il y a des milliers de gens qui ne se font pas entendre et nous on est 23. Voilà. Nous sommes confrontés à un paradoxe, parce qu'encore une fois, cette idée n'est ni de gauche ni de droite, elle représente au moins les intérêts de 99% de la population. Comment se fait-il qu'on en parle à 23 fois? Voilà, ça c'est ça le paradoxe. Donc comment procéder? Interpeller vos élus, interpeller les journalistes, demander-leur ce qu'ils en pensent, comment ils se positionnent, il faut lancer l'idée. Les idées et les élus, et surtout l'entourage, je suis désolé de le dire, j'ai pas mal d'amis qui sont faux culs. Voilà. Et oui, parce qu'ils ils prennent leur camp pour pas se faire déstabiliser dans le futur, parce que la politique c'est quelque chose qui est très cruel. C'est beaucoup plus cruel que le théâtre, beaucoup plus cruel que l'amour, etc. La politique, c'est quelque chose de très... Pour y aller, il faut vraiment y aller. Il faut savoir s'attendre à tout. Et donc, j'ai l'impression qu'ils font les faux culs. Et qui jouent, voilà, parce que ça les arrange et que ça les fait monter en grade, etc. Et voilà, c'est la solution que moi je vois. Enfin, je n'essaie pas de piocher là-dedans et d'essayer de comprendre, mais c'est la première impression que j'ai, c'est qu'ils jouent les faux culs parce que ça les arrange et qu'ils disent pas les vraies choses alors qu'ils devraient le faire. Et ceux qui s'engagent dans le monde politique, la vraie question est de savoir s'ils le font pour faire carrière ou pour représenter le bien commun. Moi, j'estime qu'il faut représenter le bien commun. Et ceux qui le font pour faire carrière, qui sont proches de tel ou tel lobby, en dernier instance, vont générer des politiques qui seront nocives pour la population. Voilà. Monsieur, vous aviez une question. Oui, moi j'avais une question, juste un aparté par rapport à cette remarque. Il faut faire attention à ne pas toujours taper sur les politiques. Il y a aussi des gens qui font de la politique avec un engagement sincère et des convictions. Pour le bien commun. Et pour le bien commun. Et ils sont beaucoup plus nombreux qu'on le croit. Et donc faisons attention parce qu'à force d'avoir cette idée de critiquer systématiquement la politique, comme par hasard les imbéciles ce sont toujours les autres, c'est jamais soi-même, je trouve que c'est des raisonnements qu'il faut faire un peu attention. C'était un aparté par rapport au discours souvent sur lequel on a tendance à glisser, qui me paraît manquer un peu de responsabilité. Sinon je reviens sur votre présentation, vous parlez de finance casino. La finance casino, et vous intégrez dans votre raisonnement l'ensemble des transactions. Quand madame disait ça va taxer la consommation, oui, pas que, parce que effectivement il y a les transactions de banque à banque,
il va y avoir du trading aux fréquences, et vous allez avoir aussi, quand je vais payer, pour reprendre votre exemple, chez le coiffeur ou coiffeur, et ben il va y avoir votre 0,1% sur la taxe. Donc c'est aussi une taxe sur la consommation. Pas que, mais aussi. Et la remarque que je voulais vous faire, c'est que quand on parle de finance casino, on parle du problème de toute la finance qui est déconnectée de l'activité économique. C'est-à-dire la finance qui est vraiment spéculative au niveau des actions, des obligations, à plus ou moins long terme, et je reviens sur le fameux problème du trading haute fréquence. C'est d'ailleurs sur ça que veut jouer et s'attaquer la taxe Tobin. Mais tout ce qui est transaction au sens large que vous prenez, c'est-à-dire quand je vais aller chez le coiffeur, chez le médecin, au restaurant, etc., etc., on n'est pas dans la finance casino. On est dans l'activité économique. Pourquoi il y en a beaucoup? Eh bien parce que d'abord, il y a 7 milliards d'habitants au jour d'aujourd'hui, alors qu'il y a un siècle, il y en avait 3 milliards et demi. Parce qu'on bouge beaucoup, on va habiter en Suisse, aux États-Unis, en France, ou à Paris et après à Bordeaux, etc. Enfin, j'arrête là le raisonnement parce que je ne voudrais pas être trop long. Mais quand on parle de finance casino, il faut faire attention. La finance casino, et je partage cet avis, moi je suis favorable à la taxe Tobin. Parce qu'effectivement, quand vous faites de la transaction en microsecondes, on n'est même plus dans la seconde. Je vais revendre des actions que je n'ai jamais achetées. Enfin, c'est assez fou. Et ça se fait à la microseconde et vous avez des millions de transactions. Donc quand on parle de cette finance-là qui est déconnectée de l'activité économique, celle-là, elle déstabilise l'économie. Mais quand vous intégrez toutes les transactions, qui alors là, la plupart sont des transactions qui correspondent à une activité économique, je suis très perplexe. Merci pour vos points. J'essaie de les prendre à la suite les uns des autres. Donc le monde politique, effectivement, il ne faut pas généraliser. Donc il y a malheureusement une minorité, mais des hommes politiques ou des femmes politiques qui font leur travail de manière tout à fait honnête et correcte. J'ai l'impression que c'est, encore une fois, malheureusement, seulement une minorité. C'est faux. Bon, c'est votre point de vue, ce n'est pas le mien. Vous avez le droit d'avoir le vôtre. Moi, j'aime bien. C'est un peu facile. C'est facile de dire cela, que c'est faux. C'est un peu facile. Vous avez des lobbies très puissants. Je peux comparer deux pays, puisque je suis binational. Je vois le fonctionnement de la démocratie de l'autre côté de la frontière. Je le vois ici. Je peux comparer. Vous me permettez maintenant? Non, mais je parle mondial, je ne parle pas France ou Suisse, ça va être égal. Ça, c'est le premier point. Quand il y a des responsables politiques qui font leur travail de manière très honnête, mais ils sont une minorité. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Second point, la finance casino. Les transactions, bien sûr que ça touche aussi la consommation, mais le point n'est pas de toucher la consommation, le point est de toucher la transaction. Quand vous avez un taux soi-disant normal de TVA qui est de 20% dans un pays qui est celui-ci, ça traduit un dysfonctionnement de l'État. Et là, ça frappe la consommation. Mais si vous avez un taux de 0,1, 0,2, 0,3%, ça concerne bien sûr la consommation, mais très faiblement. On n'attaque pas la consommation quand on la taxe à 0,1, 0,2, 0,3%. Il est faux aussi de dire que ces transactions ont augmenté parce qu'on est plus nombreux. Certainement pas, c'est pas ça la question. Les transactions ont augmenté parce que vous avez des banques, des grandes banques, qui effectuent des transactions entre elles. Ça, c'est un phénomène nouveau dans l'histoire. Je termine mon raisonnement rapidement. Après ça, je vous donne la parole. Je vous donne un exemple. Vous avez un système européen qui s'appelle, bon, c'est technique, mais juste pour vous donner un exemple. Target 2 sont les transactions électroniques entre les grandes banques européennes. Ça correspond à peu près 40 fois le PIB de la zone euro. Ce n'est pas un phénomène qui a existé il y a 50 ans ou 100 ans, c'est quelque chose de nouveau et qui est lié au développement de transactions qui sont utiles pour l'économie et d'autres qui sont nocives à l'économie. C'est quelque chose de nouveau dans l'histoire. Donc, globalement, ou en France, on n'a pas plus de transactions, tout simplement parce qu'on est plus nombreux, on a plus de transactions. Les transactions ont explosé depuis 20-30 ans environ, parce qu'on a des acteurs, non seulement qui jouent à la millimicroseconde, mais aussi on a des institutions qui ne font pas ça à la millimicroseconde, mais qui ont développé un volume incroyable de transactions. Donc oui, on a voulu un système, nous, qui est différent de la taxe Tobin, parce qu'il est bien plus simple que la taxe Tobin. Il touche tout le monde, toutes les transactions, et ça permet, contrairement à la taxe Tobin, non seulement de réduire, mais d'en finir, d'abolir, par exemple la TVA, encore une fois la CSG, l'impôt sur le revenu. La taxe Tobin ne permettrait pas de le faire. Voilà, c'est pour ça qu'on... Mais je sais que ça peut être court, et si on chaque fois de répondre de manière courte, et vous avez la parole bien sûr après si vous le souhaitez. Madame. Monsieur, la perspective que vous énoncez serait nationale.
Ah bon, non, il faut que ça commence dans un pays. Oui. Il faut que ça commence dans un pays, Oui, mais après ça, si d'autres pays sont intéressés, très bien. Bien sûr, mais ça peut tout à fait fonctionner. Il faut que ça commence quelque part. C'est même le principe. Ça serait l'idée que ça commence quelque part. Oui. Vous avez une question, je crois. Oui. J'étais un peu surpris en fait par les montants. Se dire qu'une taxe de 0,1% générerait 200 milliards d'euros de recettes. Je suppose que ça veut dire que ça repose quasi intégralement justement sur les transactions financières. Transactions électroniques. Ça dépend ce que transactions financières, souvent c'est associé à la taxe Tobin, vous achetez des actions, des obligations. Non, toutes les transactions électroniques. Pas seulement sur actions et obligations. J'ai entendu ça. Mais ça veut dire que les 200 milliards, ils proviennent à 80%, 90%, 99%, je ne sais pas le chiffre, des transactions financières, parce que aujourd'hui on a une TVA qui est de 20% sur les transactions qui rapporte 130 milliards d'euros. Donc si vous faites 0,1% des échanges qui sont taxés aujourd'hui en TVA, vous avez une recette qui est infime. Donc ça ne peut pas représenter les 200 milliards, ça veut dire que les 200 milliards, ils viennent quasi intégralement de toutes les transactions financières dont vous venez de parler notamment. Alors moi, ça me pose un énorme problème. Parce que ça veut dire qu'on est en train de créer une recette à ce moment-là qui repose sur la spéculation financière et que si la spéculation financière disparaît, la recette n'existe plus. Donc il y a un moment où on risque d'être esclave de ce système. On impose sur le tabac. Et d'autant plus qu'on a l'expérience de crise financière où effectivement, si on avait eu à ce moment-là un impôt qui reposait sur les transactions financières, il aurait chuté de façon vertigineuse cette année-là, en 2008-2009, on va dire. Et en 2008-2009, effectivement, on a eu des recettes fiscales qui ont baissé très fortement, de 11 ou 12%. Mais ça a été compensé par un emprunt sur le marché obligataire qui a réussi à compenser ça. Donc, est-ce que c'est pas un peu dangereux de jouer avec les marchés financiers pour récupérer de l'argent? Cette question est importante, merci. Donc, il s'agit de toutes les transactions électroniques. Non, il n'est pas vrai il ne faut pas penser que 99% des transactions sont effectuées à la millimicroseconde. J'ai fait allusion, j'ai donné cet exemple de ce système Target 2 en Europe. Les transactions ne sont pas effectuées à la millimicroseconde et ça correspond à peu près à 40 fois le PIB de la zone euro. Et avec ou sans taxes, micro-taxes, les banques vont continuer à effectuer des échanges de transactions, de toute manière. Donc juste pour vous donner un exemple. Bon, maintenant, prenons tout de même, considérons un cas extrême. Supposons que 80% des transactions disparaissent, ce qui serait déjà beaucoup. Alors il faudrait multiplier le taux par 5, donc on passerait de 0,1 à 0,5. Ça resterait toujours bien plus faible que la TVA, pour vous donner un ordre de grandeur. Et puis, bon, on parlait tout à l'heure de l'évasion fiscale, il y aura d'autres sources de revenus qui nous échappent complètement au jour d'aujourd'hui. Encore une fois, l'évasion fiscale se déroule de manière électronique, celle qu'on connaît, l'importante. Vous avez des sociétés qui ne font pas partie de ce qu'on appelle le monde de la finance, Total par exemple, qui ont des salles de marché, qui effectuent des transactions, etc., etc. Vous avez des individus qui, en tant que directeurs de telle ou telle grande banque, perçoivent des montants très élevés. En tant que personnes, ils ne font pas partie, ils ne sont pas un des acteurs du monde financier. Eux-mêmes vont payer la taxe. Donc vous avez beaucoup de sources. Mais on a toutes ces marges de manœuvre, encore une fois, parce que si un pourcentage énorme disparaît, on peut tout de même adapter le taux. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Puis si on rend 20% au commun des mortels, ça fait du pouvoir d'achat. Certainement. C'est encore une fois, quelqu'un parlait des gilets jaunes, vous, monsieur, je crois. Ça serait une solution. Ça permettrait de sortir de cette crise par le haut. Ça répondrait aux questions des gilets jaunes. Si la TVA disparaît, c'est une bouffée d'oxygène. Pour les petites et moyennes entreprises aussi, TVA disparaît. La TVA la bureaucratie liée à la TVA disparaît aussi. Donc voilà, c'est une manière de sortir vers l'eau de cette crise. Sur la TVA, il y a une grande différence, c'est pour répondre à monsieur sur les 20%, c'est-à-dire que la TVA n'est payée que par le consommateur final. C'est-à-dire que ce n'est pas 20% à chaque moment de la création de la valeur ajoutée. Il n'y a que le consommateur final qui la paye et les entreprises font office de percepteurs et reversent la différence. Contrairement à la microtaxe dont nous parlons, qui elle est prise à chaque élément. Alors c'est vrai que la TVA est un impôt intelligent qui correspondait certainement à l'état de l'économie
quand Michel Rocard l'a restitué chez nous. En revanche, manifestement, elle semble inadaptée aujourd'hui à fournir suffisamment de ressources par rapport au montant des transactions électroniques. Et l'intérêt pour moi de cette microtaxe, c'est le micro. C'est vrai que si on imaginait 20% sur toutes les transactions, l'économie se retrouverait rapidement à un niveau paléolithique. Mais heureusement, l'aspect micro me semble l'intelligence du processus. Merci. J'aimerais savoir l'écho que vos propositions ont dans le monde des économistes, par exemple, est-ce qu'il pourrait y avoir des relais importants quand même? Philippe Alliot, par exemple, a été le conseiller, je crois, un peu mis de côté de M. Macron, avant qu'il ne soit président. Les économistes sont occupés, on va dire. Qui a été mis de côté? Philippe Aguillon. Oui, bon, chacun, encore une fois, beaucoup d'économistes travaillent dans des écuries, ici à gauche ou à droite, et ils ont un objectif. Donc, ceux plutôt à gauche proposent, par exemple, d'introduire de nouveaux impôts européens. Donc, ceux qui sont plutôt à droite ont d'autres idées, mais ce sont toujours un peu les mêmes recettes qui reviennent. Et nous, ce qu'on veut faire avec ses amis et collègues en Suisse, et j'espère ici bientôt, c'est réfléchir différemment, apporter des idées nouvelles. Donc, en termes d'écho, l'écho est très très limité. C'est un euphémisme dans le monde académique. Pour le moment. D'accord. Est-ce que vous avez pensé à une expérimentation, parce que la mise en place de cette nouvelle taxe, en fait, risque aussi un petit peu de bouleverser beaucoup de nos citoyens, parce que tout ce qui est nouveau, en fait, entre guillemets, fait peur, parce qu'on ne connaît pas du tout, même si derrière, effectivement, il y a une bonne pédagogie derrière, on explique. Mais est-ce que, dans un premier temps, vous avez pensé à une expérimentation, peut-être au niveau local, puisque généralement, lorsqu'on met en place une nouvelle monnaie ou une nouvelle taxe, on met souvent en place une expérimentation pour que la population puisse comprendre les tenants et les aboutissants, en fait. Parce que là, on la pense peut-être au niveau national, peut-être que ça va évoluer au niveau européen, au niveau international. Est-ce que vous avez pensé ou pas du tout? C'est difficile au niveau local, où ça à la Défense Paris, dans une commune, l'euro a été mis en place d'un coup. Oui, tout à fait, mais sauf que l'euro d'une façon européenne. Tout à fait, mais sauf qu'au début, effectivement, ça a un petit peu bouleversé beaucoup de personnes qui sont dit en fait qu'on perd du pouvoir d'achat, on était bien en francs, beaucoup ont voulu même revenir au franc. C'est la raison pour laquelle peu importe, mais est-ce que derrière, au niveau de la pédagogie, parce qu'aujourd'hui, je pense que très peu de personnes sont au courant de cette microtaxe, en fait. À part effectivement ceux qui sont un petit peu dans le monde de la finance, puisque on suit effectivement. Mais comment faire pour que aussi les politiques soient un petit peu sensibles à cette idée-là, en fait, quoi. Parce que c'est pas uniquement parler entre nous, il a dit tout à l'heure, on n'est que 23, mais comment faire pour que cette idée puisse être diffusée avant que les politiques en prennent conscience, en fait? Donc il y avait une première question au niveau local. Peut-être que l'idée, c'est de commencer dans un pays plus petit. Par exemple. Voilà. La Suisse. Ouais. Ou le Luxembourg. Voilà. Encore. Voilà. C'est ça, probablement l'idée. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut attendre ici de voir ce qui va se passer ailleurs. Mais il faut avancer tout de même, il faut pousser l'idée. Parce que vous dites, ce qui est nouveau fait peur, mais le statu quo fait peur aussi. Bien sûr. Le statu quo est dangereux, il y a énormément de déséquilibres aujourd'hui. Encore une fois, le réchauffement climatique, les manifestations, il faut trouver une solution, il faut apporter des réponses. On ne veut pas faire comme si tout allait bien. Donc on a besoin de responsables politiques qui représentent le bien commun et qui travaillent pour le bien commun. Donc ça se fait à plusieurs niveaux. Commencer effectivement un petit groupe, on fait aussi en Suisse, et puis c'est ça, parler avec les élus, parler avec les journalistes, leur demander de se positionner par rapport à tout cela. Et quelle était votre seconde question? Alors, la seconde question, c'est au niveau de la sensibilisation, en fait. Mais avant il faut interpeller, oui, c'est ça. Tout à fait. Alors, la Suisse a aussi, pardon, je rebondis, cet avantage de votation, en fait. Est-ce que cette démocratie directe. Voilà, tout à fait. Est-ce que cette idée a été soumise auprès de la population? Voilà, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire que si tout va bien, nous allons commencer à la soumettre cet été.
Et nous aurons donc 18 mois pour récolter 100 000 signatures. Et si nous y arrivons, eh bien, ce qu'on appelle une votation sera mis en place au niveau du pays 1 an ou 2 après. Donc ce système de démocratie directe met beaucoup d'huile dans les rouages. Ça permet d'apporter de nouvelles idées. Je vois donc les médias sont bien plus réactifs là-bas qu'ici. Ils s'intéressent, ils veulent savoir ce qui se passe. Ici, on a souvent un peu les mêmes visages, les mêmes personnes qui interviennent dans les médias depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et c'est le ronron, mêmes idées à gauche, à droite. Et puis à force de ronronner, on se trouve dans une impasse. Il faut sortir de cette impasse. Oui, c'est pour revenir à ce système qui est très intéressant, mais tous les systèmes bancaires, ce qui concerne les transactions électroniques, les personnes qui le font, qui le pratiquent, qui vendent des prestations, un billet d'avion, une chambre d'hôtel, quelque chose, un achat sur Internet, ils ont déjà tout calculé, tout prévu au niveau de leurs frais, parce que ça leur coûte des sous d'avoir des systèmes au niveau des banques, des systèmes de transactions, la banque les taxe également. Pourquoi taxer les gens et non pas les gens qui pratiquent l'achat, enfin je ne sais pas comment l'expliquer, les gens qui eux finalement profitent de ce système et qui vendent par Internet et qui reçoivent de l'argent via des systèmes bancaires électroniques. Les billets d'avion, et non pas le client, mais Mais c'est la transaction. Vous parliez de billets d'avion, oui, mais pourquoi ça ne serait pas taxer les... Je peux comprendre, hein. Mais il faut bien comprendre que si la TVA disparaît, taux normal 20%, on se demande où on est, et si c'est remplacé par 0,1, 0,2%, tout le monde est content. Vous allez payer vos billets d'avion moins cher, vous allez payer votre chambre d'hôtel moins cher, tout le monde va être content à ce niveau-là. Donc c'est pas rajouter de la taxe, c'est au contraire la faire diminuer. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'ils ont déjà prévu, et ils augmentent justement le prix d'un billet d'avion exprès pour que la TVA passe dedans, etc. Et puis finalement, ils sont gagnants. Et si la TVA disparaît, déjà tout le calcul pour ne pas être perdant. Vous avez raison. Mais si la TVA disparaît, et bien justement, ils ne pourront plus l'intégrer dans leur calcul. Ils intégreront au lieu d'une certaine TVA, eh bien 0,1, 0,2, 0,3%, ce qui fera baisser le prix. Voilà, donc effectivement, vous avez raison, c'est intégré. On intègre l'impôt en question, l'impôt pertinent. On n'intégrera plus, dans ce cas-là, si ça peut fonctionner demain la TVA, on intégrerait un impôt bien plus faible. Voilà. Mais ça ne touche pas la marge commerciale. Parce que c'est une question de TVA, c'est un remplacement de TVA. Non, mais de toute façon, ça tuerait le commerce. Mais au contraire, une personne sur une transaction de 0,1%, effectivement, ça passe inaperçu. Parce que vous payez 0,1% au lieu de 0,2%, certainement pas. Non, mais ça passe inaperçu. Alors que ça ne taxer tue les pas le commerce, au commerçants, contraire. c'est tuer le commerce et finalement tuer toute l'idée. Comme ça, les gens ils récupèrent 20%. Mais c'est pas tuer le commerce. Vous voulez dire que ça tue le commerce aux alentours? Non, de les taxer eux, les commerçants. Pas les, 20%, ça tue le commerce. 0,1% qui est présent ici. 20%, ça tue le commerce, 0,1%, ça le fait revivre. Ça permet de remettre 20% dans les circuits. Moi, j'avais 2-3 petites questions à vous poser. Sur du trading à haute fréquence, un boîtier peut faire jusqu'à parfois 30, 20, 50 000 transactions jour. Hein. Il y a des boîtiers qui sont programmés comme ça. Oui. Quand on taxe à 0,1, 0,2, etc., in fine, quand vous avez fait 50 000, c'est plus 0,1, 0,2. C'était la question qui a été longtemps soulevée par les opposants à la taxe Tobin, c'est-à-dire que dans la journée, alors qu'on est déjà, contrairement à ce qu'on pense, hein, le trading haute fréquence, c'est des toutes petites marges. Donc en gros, bon, ça le tue, et ce qui est plutôt une bonne chose parce que là on est vraiment dans la finance casino, mais en même temps, bon, on risque nous d'avoir une diminution de nos revenus liés à notre nouvelle microtaxe. Mais au-delà de ça, je me posais la question, j'ai lu dans votre article qu'en Suisse, les échanges électroniques représentaient à peu près 300 fois le PIB suisse. Ouais, moi je cite 150 fois, c'est au moins 150 fois, ça peut être plus. Ouais. Alors, je voulais savoir si de votre point de vue, alors moi j'avais une question supplémentaire par rapport à ça, c'est que en France, le système bancaire est en fait très ancien, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout adapté aux nouvelles formes de transactions, et les systèmes se font par caisse de compensation. Donc je ne suis pas tout à fait sûr qu'il y ait toujours des vraies transactions financières dans les échanges interbancaires. C'est-à-dire en fait, vous avez des caisses, vous me
corrigerez si je me trompe, mais vous avez des caisses de compensation de banque à banque et en réalité, on compense les échanges qui ont été faits de banque à banque, dont on n'est pas dans une vraie transaction électronique. Bon, mais là, vous me corrigerez. Hein. Donc, la question, c'est est-ce que vous aviez quand même une petite idée, d'abord, de savoir comment est-ce qu'on pourrait évaluer en France à quoi ça correspond? Est-ce qu'à votre avis, on est dans les mêmes ratios que la Suisse? Ou est-ce qu'en France, éventuellement, on est dans des ratios différents? Ce qui nous permettrait quand même d'avoir une idée vous voyez ce que je veux dire, sur un plan assez formel, d'avoir une idée des niveaux où on peut se trouver en France. Alors tout d'abord, votre première question, le trading à haute fréquence, effectivement, il sera tué dans ce cas-là. Et c'est une bonne nouvelle. C'est une finance casino qui est complètement déconnectée de l'économie, de la société. L'économie ne fonctionne pas à la milli ou à la microseconde. Donc simplement, il faut être cohérent. Si on pense que c'est nuisible, c'est bien, donc que ça disparaisse. Et puis, il y a la mentalité aussi qui est associée à ce genre d'activité qui serait réduite. Donc, effectivement, la conséquence, on en a déjà parlé plusieurs fois, c'est qu'on aura moins de transactions. Donc, c'est pour ça qu'il faudra adapter le taux. Donc, probablement, on peut l'augmenter. Oui, on l'augmentera dans ce cas-là. Donc, on aura à la fois une situation plus stable et un système fiscal bien plus transparent et bien plus simple. Alors, les ordres de grandeur. Donc, encore une fois, je dis au moins 150 fois pour la Suisse pour être prudent. Et pour être prudent en France et dans les autres pays, je dis au moins 100 fois. Mais je ne peux que fournir des ordres de grandeur. Parce que ceux-là même qui vont nous reprocher de ne pas fournir les chiffres exacts sont précisément ceux qui ne fournissent pas les données. Les grandes banques, en l'occurrence. J'ai fait allusion tout à l'heure aux données intrabancaires. Nous ne les connaissons pas, elles ne font pas partie des données, des statistiques officielles. Je ne peux pas les inventer. Ceux qui sont en situation de les fournir, devront les fournir. Voilà. Et là, on pourra répondre aux questions. Donc moi, je me base sur un facteur qui est prudent, 100 fois. 100 fois le PIB, les transactions. Mais déjà, avec ça, alors là, on est dans un autre monde, si on prend 0,1%. Voilà. Donc, on ne peut au jour d'aujourd'hui que vous fournir des ordres de grandeur, mais déjà qui donnent le tournis. Et puis, les gens qui payent par carte bancaire des 1 euro, 2 euros, 3 euros, ils iront à la tirette chercher 10 euros, 20 euros, et du coup, ça remettra de l'espèce en circuit. Ah oui. Et en allant à la tirette, ils paieront aussi les... Oui, mais ils ne paieront qu'une fois, parce que si vous payez 10 fois 1 euro, et vous n'allez qu'une fois tirer 10 euros, ça fait qu'une fois au lieu de 10. C'est-à-dire que, après ça, ce que vous faites avec le liquide, peu importe, on ne va pas taxer. D'accord? Donc vous retirez 100 euros au distributeur, vous payez l'impôt, et avec votre billet, vous faites ce que vous voulez. Il n'y aura plus d'impôt. C'est ça l'idée. Et là, on est un peu moins poursuivi. Il faut être assez. Donc c'est ça, beaucoup moins de bureaucratie. Du coup, ça remet carrément, en question aussi notre système de solidarité. Au contraire, ça nous permet de le promouvoir. Parce qu'il est défaillant, le système de solidarité, aujourd'hui. Oui, mais sur ces bases, c'est-à-dire il y aura plus d'exonération, il y aura ce genre de choses. Après, je ne le calcule pas trop, mais admettons qu'il y ait des sources de revenus qui descendent. Comment on va faire pour rattraper? Donc on va taxer de plus en plus les gens et à un moment donné, est-ce qu'on ne peut pas arriver à un point de rupture? Ça, c'est un point important. Non, mais si on, finalement, tout le monde va payer des impôts, n'importe qui, celui qui a... La progressivité de l'impôt. La progressivité de l'impôt est un aspect important et elle demeure, contrairement à ce qu'on peut croire avec cet impôt. Pourquoi? Parce que les familles plus modestes reçoivent un salaire et payent les factures. Donc, elles vont payer 0,1% de leur revenu, ou de 0,2 ou 0,3, ce qui est bien plus faible qu'aujourd'hui. Les familles plus riches ou bien plus riches ont des portefeuilles d'actions, d'obligations, et il faut savoir que ces portefeuilles ne restent pas passifs. Donc, je vous donne un ordre d'idée. Après la Seconde Guerre mondiale, le temps moyen de détention des actions aux États-Unis était d'environ 5 ans. Aujourd'hui, c'est de l'ordre de la minute. Donc voilà, ça circule, et chaque fois que ça circulera, l'impôt sera pris. Donc on conserverait la progressivité de l'impôt. Mais le système serait simple, bien plus simple. Nous, on a envoyé une feuille, donc à la chancellerie du gouvernement à Berne, une feuille. Le code des impôts aux États-Unis correspond à, si tout le monde est assis, presque 75 000 pages. 75 000 pages. Mais comment s'y retrouver? Il faut être spécialiste, il faut avoir doctorat en comptabilité, en fiscalité, en économie pour comprendre tout cela. Nous, on a envoyé une page, tout le monde peut comprendre, sans exception, aucune exception, effectivement. Qui voulait dire quelque chose? Oui.
Sur le sujet de la progressivité, peut-être vous pourriez dire un mot, parce que c'est comme ça que, pour ma part, j'ai découvert la microtaxe sur le revenu de base, le revenu universel, au revenu d'existence, qui permet, grâce aux profits générés, enfin aux recettes générées par une microtaxe, de satisfaire le souci de